sont arrivés aux affaires, c'est comme si leur lutte avait seulement consisté à ce qu'eux, ils s'assurent leur part. Ils n'ont pas lutté pour la majorité de la population. C'est ça, malheureusement. Quelqu'un voulait... Voilà. Alors, moi, ce que j'aimerais ajouter à ce que nous sommes en train de dire là, est-ce que nous-mêmes, en tant qu'individus, est-ce que nous n'avons pas notre responsabilité dans ça? C'est une bonne question. Allez-y. Parce que tout ce que nous sommes en train de relever là, est-ce qu'on nous a forcés à aller travailler là-bas? Du moment où nous avons abandonné nos terres dans les villages et dans les hameaux, et on veut travailler à Meshamina. Nos femmes, nos filles, qui vont aller travailler là-bas, ils vont aller faire quoi? Les mèches. Est-ce que nous sommes obligés de mettre ces perruques ou bien ces mèches-là sur nos têtes? Voilà, c'est ce que moi je dis, que quelque part, nous aussi, nous avons notre responsabilité. On ne nous a pas obligés à aller travailler là-bas. Il y a d'autres opportunités qu'on peut embrasser et échapper tous ces désordres-là. Et échapper à cette forme de maltraitance. Parce que c'est de la maltraitance. D'accord? Les Congolais sont plutôt victimes de maltraitance. Oui, allez-y. Ok, d'accord, c'est comme si je débordé. Alors, le terme, quoi. Le thème, c'est le droit à la création de richesse. C'est comme si nous parlons de la condition au travail. Ça doit être aussi un autre terme. Maintenant, si nous revenons effectivement au thème, au sujet, c'est une réalité. Peut-être ce soir, nous pouvons nous exhorter à se lancer, à créer. Parce que ce droit est déjà là. Parce que la séance précédente, nous avions parlé de l'éducation qui nous a mal formés, qui ne nous a pas inculqué la notion de créer. Bon, si le problème est résolu, je pense que maintenant, on doit se lancer à créer. Et, bon, disons, nos richesses, c'est les entreprises qu'on va mettre en place. Et bon, merci bien. Merci. Si vous permettez, non, et vous m'excusez, parce que nous avons le temps, parce que nous devons tout faire pour arriver aux perspectives. D'accord? C'est important, sinon nous n'aurons pas vraiment traité le sujet. Vous permettez? Je voudrais dire que la solution, tu l'as avancée, peut-être que c'est lancé, mais la solution n'est pas encore trouvée. Parce que s'ils étaient trouvés, toutes les conditions seraient déjà en place. Mais les conditions là ne sont pas encore en place. Vous êtes d'accord? Les conditions pour permettre, par exemple, pourquoi je dis que les conditions ne sont pas en place? On dit autopromotion de l'emploi ou bien de l'entrepreneuriat des jeunes. D'accord? Quand un jeune apprend disons, un métier, couturière, coiffeuse, tailleur, etc. Quand il s'installe, il sort de formation, ou elle sort de formation, elle ouvre son atelier. Comment est-ce que cette personne, cet artisan est traité par rapport aux impôts? Ça aussi, c'est une notion vraiment qu'on doit étudier et que toute la population soit civilisée dans ce domaine. Parce que, bon, il est bien vrai, s'il peut aller sur ce point, l'État fait ses efforts parce que les impôts qu'on payait l'année dernière ou bien les années passées, aujourd'hui, c'est supprimé. Parce que de plus en plus, l'État fait l'effort pour encourager les jeunes ou bien tout le monde à créer la richesse. Oui. Non, ça dépend. Vous savez, ça dépend aussi de la personne. Est-ce qu'elle a une vision? C'est la vision. Je vais répondre. Au fait, on est dans un contexte togolais. On est dans un contexte, avec ce thème, on est dans un contexte... Avec ce thème, on est dans un contexte togolais qui nous donne l'impression que l'État monopolise à lui tout seul le droit au travail. C'est ce qui se dégage à partir des articles 37 et 38
de ces deux articles, on a l'idée comme l'État monopolise à lui tout seul le droit à la création de richesses. Or, en réalité, comme on l'avait déjà vu, ce n'est pas à l'État seul. Hein? L'État à lui tout seul ne peut pas créer de la richesse. C'est les individus qui devaient créer nécessairement de la richesse. Mais en voyant ces articles qui sont là, on a l'impression que l'État se dit, j'ai le monopole de donner du travail, de l'emploi, de créer de la richesse moi seul. Donc c'est là où nous disons que, en réalité, pour le moment, on n'a pas encore ce droit en tant que tel au Togo. Merci. Merci beaucoup. Et est-ce que vous avez jamais vu? S'il vous plaît, par rapport à votre question de l'entrepreneuriat, lorsqu'une jeune couturière finit sa formation et s'installe peut-être au bord de la route, la première fois qu'elle dépose sa baraque ou bien son conteneur, sans qu'elle ne voie les agents de la mairie, on écrit là-bas dégagé. Alors qu'en temps normal, il faudrait une approche, la donner un temps pour qu'elle s'installe, commence le boulot sur des mois avant qu'elle ne commence par payer les impôts. Premièrement, les conditions avec lesquelles elle va s'installer, il y a les moyens, le matériel. Elle n'a pas encore tous les atouts pour s'installer, mais la mairie s'impose déjà. Ce qui fait que beaucoup travaillent, ou bien beaucoup finissent les formations, mais n'ont pas les moyens, ou bien ne sont pas dans les conditions requises pour ouvrir pour travailler à leur propre compte. Merci. Et puis le problème est que je commence à travailler. J'ai ouvert mon atelier. Je n'ai pas encore de ressources. D'accord? Et puis les impôts marcellent. Hein, du verbe harceler. D'accord? Et après on me dit, on dit fermer, on vient coller à ma porte. Fermé pour non-paiement d'impôts. Et on vient de tuer un métier comme ça. Ce n'est pas toi qu'on a tué, hein. On a tué un métier. Et c'est plein. Et surtout avec maintenant nos mairies qui sont maintenant proches, qui sont dans les quartiers même. Moi j'étais à mon étage et puis je regardais la dernière fois, vous voyez comment les tresseuses. Il y a une tresseuse dans notre quartier. Oh, elle m'a fait pitié. L'agent de mairie était arrivé avec sa moto. Et elle se cachait, ce sont les apprentis qui parlaient à sa place. Oh, ça fait pitié. Ça fait pitié. Alors qu'elle n'a même pas... C'est une baraque, une petite baraque qu'elle a ouverte. Et puis elle et ses apprentis sont dehors comme ça. Toutes ne peuvent même pas rester dans la baraque. Donc c'est sous même un arbre qu'elles exercent leur métier. Combien cette dame-là gagne déjà pour qu'on puisse la poursuivre? Maintenant je laisse ça. Affaire du grand marché de Lomé. Si vous estimez qu'il y a les conditions, que les conditions sont en place pour créer la richesse, nos mamans qui sont au grand marché d'Adaoulato, qu'est-ce qu'elles ont fait pour qu'aujourd'hui, elles ne soient plus dans les conditions de vendre? Après l'incendie de ce grand marché, le marché de Lomé, le marché de Kara, qu'est-ce que nos mamans là ont fait pour mériter ça? Marché brûlé, jusqu'à présent, on ne trouve pas les auteurs. La justice se tait là-dessus. Des années, toi tu les connais? Non, tu les connais. Il y a eu des enquêtes, d'accord? Il y a eu des rapports qui n'ont pas été publiés. D'accord? La justice, attendez, la justice n'a rien fait. Ce qui est encore plus grave, quand l'État a promis aux femmes de construire un nouveau bâtiment, un nouveau marché, un nouveau grand marché, aussi bien à Lomé qu'à Kara, est-ce que ces marchés sont reconstruits? Et les femmes là vendent où actuellement? La plupart se sont repliées sur leur domicile, dans leur quartier. Elles ont ouvert leurs petites boutiques de la maison, ouvertes sur la rue. Il fait la
disparition de nos Nana Benz aujourd'hui. Elles ont presque toutes disparu. Alors que nos grands marchés, moi j'ai travaillé à Kara, je sais comment le marché de Kara s'anime bien. Des gens viennent du Sahel pour venir acheter là-bas. À Daouato, à Lomé, c'est l'un des marchés les plus animés du golfe de Guinée. Des gens venaient des deux Congos, RDC et puis Congo-Brazzaville, du Mali, du Gabon, de la Guinée, Sénégal, et Libéria, Sierra Leone, tout ça là, pour venir acheter un peu de tout au grand marché d'Adaouato. Ça là, c'est tué. D'accord. Maintenant, un autre aspect. Au grand marché d'Adaouato, quand vous allez maintenant, c'est plutôt les Togolais qui cherchent à louer auprès des étrangers. Le marché d'Adaouato, c'est pour les Nigériens, les Amarama. Et malgré les dénonciations par les agents économiques, les commerçants du marché, et aussi par la presse, l'État reste silencieux, reste muet. Et j'ai peur qu'un jour, on se rende compte que le grand marché n'appartient même plus aux Togolais. Ça a commencé, c'est déjà même là. Exactement. Et l'État est là, bué. Ça, c'est... Oui. Voilà. Vous voyez ça? Avant, il y avait les Béninois. Bon, moi, j'ai plus évolué dans le trousseau bébé. Il y avait les Béninois qui venaient acheter chez nous. Et c'est nous qui les livrons, tout ça là. Les livrer, voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, comme le marché a brûlé, les Béninois sont partis, ils vont maintenant au Ghana, à Accra. Et ils ont installé Aki du Bénin, à Accra. Et ils traversent le Togo pour aller directement livrer les Béninois là. Les Burkinabés aussi les ont suivis. Donc ils ne viennent plus au Togo pour acheter. Vous voyez un ensemble de conditions qui font que on ne peut pas dire que l'État s'efforce de mettre en place les conditions. Parce que quand les Togolais crient, l'État ne dit rien. L'État togolais ne protège pas les Togolais. C'est la vérité. Non, c'est la vérité. Que nous pouvons soutenir devant n'importe quelle autorité. Moi, je suis capable de le dire. Non, mais c'est pas que vous êtes capable de le dire, mais quand quelqu'un veut crier, on fait sortir les miliciens pour les... Exactement. Vous voyez ça? Donc les Togolais sont connus de par le monde comme étant des travailleurs. Ça, moi je voyage beaucoup. Quand on dit... Le Togolais n'est pas paresseux. Vous ne voyez pas le Togolais quand il prend son salaire, il s'en va boire. Il s'en va faire la fête. Et puis c'est quand l'argent finit qu'il revient. Ça c'est Togolais? Jamais. Ça peut être n'importe quelle nationalité. Ça peut être n'importe quelle nationalité, mais ça ne serait pas Togolais. Et puis nous aimons entreprendre. Mais nous les conditions manquent. Vous connaissez Achideba? Oui. Ça vous dit quoi? Asevi Basevi, celui qui a chanté Asevi Basevi, le grand salsero. Il est décédé. Oui. Quand j'étais encore plus jeune, quand je n'avais pas la barbe, des gens me disaient que je lui ressemblais. Un peu. Mais imaginez-vous comment ce monsieur s'est battu dans sa vie. Oh, il s'est battu, finalement, il est mort. Il y avait Monia Changai. Non, il y a Monia Changai. Elle est encore en vie. Je l'ai vue un jour devant la BTCI. Elle m'a fait pitié. Le pagne que cette dame-là portait lui tombait carrément. Elle était malade. Elle tremblait comme ça. J'étais arrivé à son niveau, je l'ai salué. Elle m'a regardé et dit, oh, tonton, Ojesima. Je lui ai dit, je suis oré. J'ai mis la main à la poche, je lui ai donné quelque chose. Elle m'a dit, oh,
vous me connaissez, je dis, mais c'est notre Monia Changai nationale, non? Elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré. Elle s'est arrêtée, elle a pleuré, dit, oh, donc parmi les Togolais, il y en a qui nous reconnaissent. Que, oh, non, viens, le doigt, la même, mais aucun point, le doigt. Ça fait pitié. Mais des monuments, des gens. Ah, oh, lui, il est mort dans la misère. À l'oignon de Bévi. Ça dit que vous voyez son art, vous voyez l'art de l'oignon de Bévi. On dit l'homme orchestre. C'est ça son surnom. L'homme orchestre. Ça dit, il est là, il chante, il joue de la guitare, il a l'harmonica à la bouche. Et il fait tout ça, il utilise tout ça là ensemble, au même moment. Combien d'artistes de par le monde vous voyez être capables de ça? Mais il est mort dans la misère. Il est mort dans la misère. Quand vous prenez Fifi Rafiatou, quand vous prenez l'autre là, si l'autre là, elle ne s'était pas expatriée, Afia Mala, peut-être mariée à un blanc, elle aussi aujourd'hui, c'est juste pour vous dire que les conditions ne sont pas en place. Pour ne pas trop traîner, c'est juste pour vous dire que malgré nos efforts, les conditions ne sont pas en place. Je vous donne un autre exemple. Est-ce que vous savez que la grille salariale au Togo est l'une des grilles les plus basses en Afrique? A commencé d'abord par la sous-région ouest africaine. Quand on prend pour le même type de travail, le niveau de rémunération des travailleurs, c'est le Togo qui paie le moins possible. Même ça s'est reflété sur la grille salariale des fonctionnaires des Nations Unies. Ah oui, je suis un ancien des Nations Unies. Quand vous prenez une assistante administrative, le salaire qu'on lui paie au Togo est le plus bas de tous ceux, c'est-à-dire les salaires payés pour le même travail dans les autres pays. Ce n'est pas fini. Moi, mon père a travaillé dans une société. Quand ils n'étaient pas contents avec leurs conditions de travail, surtout le salaire, quand ils ont voulu se plaindre, leur patron qui était français leur a dit « Oh, je vous comprends, mais attendez. » Il a tiré son tiroir, il a sorti une grille, un papier, il dit que ça c'est la grille salariale avec laquelle je suis arrivé de Paris. C'est ce que je voulais vous payer. Mais on m'a interpellé à la sainteté pour me dire que le Togolais ne gagne pas ça. C'était la sainteté du temps de Nangbog Barnabo. Paix à son âme. Comment vous pouvez imaginer que quelqu'un veut payer bien vos compatriotes? Vous dites que ça, on ne paie pas ce genre de salaire. Mais ce n'est pas possible. Par rapport à ça, là, j'ai aussi entendu que quand Dangote est venu avec son ciment au Togo, il voulait vendre le... Vous parlez de Dangote? Oui, oui. J'aimerais m'informer, puisque nous sommes en camarades, si c'est réellement ce qui a été dit, c'est vrai. On disait qu'il voulait vendre le ciment à bas prix. Mais les autorités togolaises l'ont interpellé et lui ont interdit ça et lui ont imposé un prix. J'aimerais savoir si c'est la réalité. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, dites-moi seulement que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Très bien. Bon, maintenant c'est bon. Je voulais qu'on aille aux perspectives. Parce que le temps passe. Il est quelle heure? 20h35. Mes camarades, vous savez, il y a au Togo, il y a un système qui est érigé. Moi, je vais travailler à l'ambassade de France. Mon collègue, il est français. Même travail. Mais nous, on paie sur le SMIC togolais. Lui, en tant que français, on paie sur le SMIC français. Même travail pour la République française. On nous a dit que nous sommes des travailleurs en part entière pour la France. Mais nos autorités togolaises ont exigé qu'on ne paie sur le SMIC togolais. Je ne sais pas parce que ce n'est pas l'emploi qui dit, mais c'est nos autorités qui disent non, payez-les sur tel SMIC. Donc nous sommes obligés qu'on le paie. Quand mon collègue il est à 600 000, moi je suis à 60 000. Mais alors qu'on va dans le même. Alors qu'on va où? Dans la même boutique. On va dans la même boutique. Et encore plus leur carburant. Il n'y a pas de taxe sur le carburant.
ils ont été favoris, des avantages tellement que, alors qu'on fait le même boulot, même travail. Bon, vous voyez, donc c'est l'État togolais. La société Vision Logistique Conseil était venue au Togo. Ils avaient voulu payer, ils avaient voulu démarrer la grille salariale à partir de 100 000. Mais ils ont appelé Mike, leur chose, et lui dire que non, qu'au Togo, la grille est de telle. Et on lui impose une grille. En ce moment, moi j'étais au campus, ils sont venus nous recruter. Ils nous ont fait courir sur la plage là. Ils m'ont fatigué. Après, mais j'ai fui. Quand ils m'ont donné la... Non, j'ai fui. C'est pas possible. Les inspecteurs de travail, pour payer un salaire, c'était les agents de sécurité. Et on disait, la société disait que non, qu'elle va les payer à 50 000. Et l'inspecteur de travail dit devant nous que mais c'est dans quelle grille salariale il se situe. 50 000, c'est par rapport à quoi? Les gars étaient obligés de se défendre en disant que lui, ça fait 45 000, ce qu'il lui le paie. Les 5 000 autres, c'est juste qu'il ajoute pour accompagner ses agents. C'est ce qu'il a pu faire. Vous voyez, non, mes chers, on doit, il y a le temps. C'est passionnant. Nous avons tellement d'exemples à donner. Bon. Sinon, c'est le cas de Merchamina. C'est le cas de Merchamina. Merchamina, au départ, ce n'est pas ce qu'elle paie actuellement à ses employés qu'elle voulait payer au départ. Ce qu'elle voulait payer, c'était là, mais il y a quelqu'un au pays ici qui a dit ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Comme vous voulez payer ceci, prenez ça là, mettez ça dans mon compte. Ceci, bon, gardez ça, mais maintenant payez-leur ceci. Et c'est sur ce taux-là qu'ils sont actuellement. Donc il y a une partie qui est coupée et la société garde une partie et c'est le reste qui est payé maintenant. Maintenant, je vais partager avec vous, et vous le savez tous, un cas flagrant connu de tous les Togolais. À combien Claude Leroy était-il payé? Moi, j'ai entendu parler même de 30 millions. Hein. D'accord? À supposer que c'est 25 millions. Ok. Et l'actuel entraîneur adjoint qui est là, comment il s'appelle? Kokou Komla Jonas. C'est ça son nom. Est-ce que vous savez déjà combien il touche? On n'en discute même pas encore. D'accord? Mais c'est quoi? 7 millions. Kokou comme là, Jonas, c'est pas encore officiel. D'accord. Bon, maintenant, quand son patron là va arriver, comment il s'appelle? C'est Duarte, qui est là-bas en Angola là. Quand il va arriver, vous allez apprendre combien on va lui payer. Parce que lui, il est blanc. D'accord? Mais pourtant, depuis combien? 5 ans pratiquement que Claude Leroy était arrivé au Togo, il ne nous a pas fait de victoire. Au moins, Jonas Kokou Komla nous a amené à aller battre en match amical la Guinée. Mais son salaire, à supposer que c'est 7 millions. C'est quel pourcentage par rapport à 25 millions? C'est ça. Mais c'est que notre problème, c'est que nous avons une maladie au Togo. Hein? C'est la maladie de la jalousie. Hein? Ce que je dis, on va me dire que ça n'a pas de connotation, ça n'a pas de valeur scientifique. Mais c'est notre maladie. Pourquoi? Parce que même des autorités sont jalouses des Togolais. Parce qu'on vous dira, même un ministre des Sports dira, comment un joueur peut gagner 10 millions de primes à un match? Pendant que lui, il est par exemple à 1,5 million, 1,8 million par mois. Parce qu'il ne comprend pas que le joueur, lui là, avec ses jambes, il est en train de courir le risque d'un accident. Une fois que lui là, cet accident-là, il peut être exclu des sports. Par exemple, Obil Ale, le gardien togolais qui a reçu les balles
à Cabinda, aujourd'hui, il ne pratique plus du sport. C'était arrêté pour lui. C'est la raison pour laquelle... Donc, vous voyez ça? Ça dit, au Togo, par exemple, on ne peut pas voir un joueur gagner comme un Mbappé au Paris Saint-Germain. Jamais, c'est inadmissible. On va dire, mais c'est quoi? Il a fait quelle étude? Il a quel âge? Il a quel âge? Mais c'est quoi? Nous, ministres, nous, ceci, on ne gagne pas ça et c'est lui qui va gagner ça. C'est ça notre maladie. C'est ça notre maladie. Maintenant, si vous permettez, on va aux perspectives. D'accord? Maintenant, le tableau est plein. Je propose qu'on puisse libérer ici. D'accord? On va rapidement aux perspectives. Maintenant, vous allez nous aider, nous allons tirer ensemble les perspectives. Qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons préconiser comme solution à tout ce tas de problèmes? Qu'est-ce qu'il fait? Quelles peuvent être les conditions? Qu'est-ce que l'État doit faire pour mettre en place les conditions de création de richesse pour chaque citoyen? Oui, et même avant de rentrer dans les perspectives, revenons à la définition fondamentale même de l'écosouverainisme. L'écosouverainisme, c'est un modèle d'organisation sociopolitique et socio-économique dans lequel l'ensemble des actions gouvernementales visent à créer des conditions favorables, un environnement économique favorable pour que chaque citoyen puisse créer de la richesse. Donc, ce que l'orateur a développé, vous allez voir que c'est vrai, dans l'article 38, l'État reconnaît, 37 et 38, l'État reconnaît ce droit de création de richesse. Mais qu'est-ce qu'il fait concrètement pour que l'individu puisse jouir de ce droit? C'est là où nous demandons maintenant que nous devons travailler sur les conditions de la création de richesse. C'est là-bas où on attend l'État. Alors, l'écosouverainisme a parlé de 3 points fondamentaux. Le premier point, c'est la valorisation du capital humain. Il faut valoriser le potentiel humain. D'où nous avons mis l'accent sur le système éducatif et le programme de formation orienté résultat, investissement, résultat. Parce que à quoi ça sert d'aller à l'école, de faire 13 ans sur les bancs et à la fin on est chômeur? Là, l'État lui-même aurait investi à perte. C'est un investissement à perte de l'État. Lorsque dans les pays occidentaux, on dit le taux de chômage est à 5%, il y a les hommes politiques déjà ou bien les hommes d'État qui tiennent la tête. Parce que c'est une perte. Alors, il y a le système éducatif, le programme de formation, parce que nous avons dit à l'écosouverainisme ici que déjà à 13 ans, à la sortie, c'est-à-dire lorsqu'on obtient le bac, on doit sortir avec DT, diplôme de technicien. On est capable de faire quelque chose. Maintenant, si on veut continuer à l'université, là, ce serait seulement la spécialisation, devenir ingénieur, avoir BTS, ingénieur et doctorat, c'est consort. Mais nous insistons sur le fait que, déjà après le bac, on doit être en mesure de faire nécessairement quelque chose. Bon, deuxième condition, deuxième pilier fondamental de l'écosouverainisme, nous parlons maintenant d'un fichier national. Le fichier national qui permet, c'est la reconnaissance de l'État par chaque citoyen. N'allons pas de midi à 14 heures. La reconnaissance de l'État par chaque citoyen. Ce fichier permet de tracer l'individu depuis la naissance, depuis le berceau jusqu'à l'université ou bien jusqu'à l'usine. On a toutes les informations sur l'individu. Où est-ce qu'il habite? Il a quelle formation? Il habite dans quel quartier, ses consorts. Donc, tout est tracé. Donc, l'État suit chaque individu et essaie de voir à ce que chacun fasse nécessairement quelque chose. Parce que chacun est un contribuable de l'État. C'est un partenaire de l'État. Et là, le troisième pilier, nous allons parler maintenant du droit à la création de richesse, qui est un pilier fondamental. Donc, ces 3 piliers constituent maintenant les perspectives éco-souverainistes. Maintenant, dans le fichier national, nous parlons maintenant de l'accès. Enfin, c'est pourquoi nous faisons le fichier national. C'est pour que, si vous arrivez à la banque, par exemple, le banquier puisse avoir des informations sur vous. Parce qu'il y a 2 questions fondamentales qui intéressent le banquier. Est-ce qu'on peut te retrouver? Lorsque les individus dans un pays où il n'y a pas les rues, les maisons, par exemple, si quelqu'un va dire où est-ce que tu habites, tu vas dire derrière la vendeuse d'Aïmolou,
vous passez par-ci, sur barre et ses consorts. Chez les Blancs, ce n'était pas ça. Vous donnez le numéro de rue et maintenant, en même temps, le numéro de maison, on peut vous retrouver à tout moment. Là, lorsque les banquiers ou bien les investisseurs voient vraiment que ces conditions sont réunies, là, on voit que le risque payé est minimisé. On peut facilement prêter de l'argent. Donc aujourd'hui, pourquoi les gens ne jouissent pas de ce droit à la création de richesse? C'est parce que les conditions ne sont pas favorables. Si on dit les conditions ne sont pas favorables, c'est d'abord parce que ce fichier national manque. Également aussi, et on n'a pas l'accès facile au financement. Parce que lorsque le fichier national n'est pas, il n'y a pas le fichier national, comment les individus peuvent jouir de financement? On ne peut pas vous donner. Seulement, c'est les fonctionnaires au Togo que vous allez voir que c'est eux qui bénéficient. Parce que vous êtes fonctionnaire, là, l'État est votre garantie. Et nos mamans qui sont dans le secteur informel, les menuisiers, les coiffeurs, les maçons et ses consorts, quelqu'un qui a un chantier, est-ce qu'il peut aller chez un banquier, prendre de l'argent, exécuter le contrat? Non. Maintenant, ce sont les étrangers, les organisations internationales, bien des gens qui sont bien organisés, qui puissent avoir assez facile au financement. Alors, prenons aussi le droit à l'emploi. Le taux de chômage aujourd'hui. Les individus n'ont pas ce droit à l'emploi ou bien le droit à la création de richesse. Parce que quand nous parlons du droit à la création de richesse, parlons de deux leviers fondamentaux. D'abord, le droit à l'emploi et le droit au financement. Ce n'est pas ces deux moyens qu'on peut créer de la richesse. Maintenant, vous n'avez pas l'emploi, vous êtes chômeur, comment vous pouvez créer de la richesse? Vous n'avez pas accès aussi au financement. Alors l'État doit veiller à ce que les gens puissent avoir accès au financement parce que parmi nous, il y a des gens qui sont des génies. Ils n'ont pas besoin d'être employés. Ce sont des génies nés. Pourquoi ne pas maintenant leur permettre maintenant de créer des entreprises, de les accompagner? Quand nous nous référons par exemple au système blairisme, le blairisme de Tony Blair et de Gordon Brown, comment ils ont fait? Ils ont essayé quand même d'exonérer les entreprises de certaines taxes pour leur permettre de recruter un certain nombre d'employés. On vous dit, en tant que chef d'entreprise, que si vous arrivez à recruter jusqu'à la fin de l'année tel nombre de Britanniques, vous bénéficiez d'une réduction de taxes. Alors, ça encourage les entreprises à recruter assez. Voilà un moyen. Donc, la fiscalité peut servir un moyen à l'État pour pouvoir créer de la richesse. Vous voyez. Donc, nous pensons que dans les perspectives éco-souverainistes, les trois piliers fondamentaux, nous ne devons pas les perdre de vue. La valorisation du capital humain. Est-ce qu'aujourd'hui, ces conditions, nous allons faire 13 ans et ne savoir seulement lire et écrire. Donc c'est une condition qui n'est pas réunie. Également aussi, l'État qui devait constituer des garanties auprès des banques pour que les Togolais puissent avoir accès facile, il n'y a pas ça aussi. Donc vous voyez, c'est une des conditions aussi qui ne sont pas réunies. Ok, merci à vous. Ok, je remercie notre camarade Paul pour tout ce qu'il vient de dire. Par rapport aux solutions que préconisent les éco-souverainistes, mais moi je vois que nous avons des barrières pour arriver à bout de ces choses-là. Par exemple, au Togo, nous voyons que même si quelqu'un s'efforce à créer une entreprise, par exemple dans la transformation des produits agroalimentaires, nous disons que nous consommons produits locaux. Mais le gouvernement met en place encore des techniques pour pouvoir bloquer ces gens-là. Je peux dire, on parle maintenant de produits marqués. On dit quand la personne arrive à créer quelque chose, si le produit n'est pas marqué, que la population ne paye pas ça. Là, moi, je vois déjà que c'est déjà un blocage. Même si la personne s'évertue à créer quelque chose, ça a déjà créé un blocage. Et aussi la négligence du capital humain. Par rapport à ce que notre camarade venait de raconter pour l'industrie Méchamina. C'est que nos confrères ou bien nos soeurs qui sont là-bas sont négligés, leurs droits sont bafoués. Et l'État en place ne pense pas à ça. Même si nous faisons l'effort, est-ce qu'on va aboutir à ce que nous cherchons? Et aussi, on a parlé aussi de la grille salariale. Les gens s'efforcent à travailler et l'État met en place une grille qui limite en même temps le droit de richesse à nos populations.
Comment est-ce qu'on peut faire jusqu'à contrecarrer ces trucs que l'État met en place? Je vous remercie. Ok, merci. Effectivement, ma question va rejoindre celle de mon camarade. Bon, dans tout ceci, parce que en attendant que on est en train de énumérer les choses là-bas, je vois qu'on est en train de trouver des perspectives au niveau de l'État. Je dis, on est en train de trouver les solutions au niveau de l'État. Maintenant, nous-mêmes, individus, parce que l'État, déjà, il est bloqué, lui, il fonctionne comme il veut. Maintenant, nous, individus, quel comportement nous devons adopter par rapport à ça? Parce qu'il faut continuer le système, comme vient de le dire notre ami. C'est ça qui est important. Et puis, bon, je vais ajouter en même temps pour faire ma proposition. Je pense que nous devons avoir aussi cette éducation civile-là. On n'a pas une éducation civile. Oui, parce que quelqu'un qui veut créer son entreprise, il doit être éduqué. Et savoir. En fait, il doit avoir un certain fondamental pour savoir qu'effectivement, qu'il doit payer des impôts. Il y a des démarches à faire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de prendre les conteneurs et puis aller planquer quelque part dans la voie pour dire que je veux entreprendre. Voilà, donc, voilà un manque d'information. Donc, il y a cette éducation-là aussi qu'on doit inculquer à la population pour savoir que si tu veux entreprendre, il y a des démarches à faire. La mairie aussi a ses obligations. C'est pas parce que tu es citoyen que tu vas entreprendre que tu vas poser un conteneur quelque part. Lui aussi a ses obligations de dégager ça parce que ça peut causer des accidents aux autres. Voilà, donc il y a ça aussi. Et puis également, ok. Je pense qu'on doit aussi revoir le système d'éducation entrepreneuriale. Parce que la façon dont on est en train d'éduquer la population au niveau de l'entrepreneuriat peut causer des problèmes dans 15-20 ans encore. Parce que actuellement, on est en train de nous former comme quoi il faut entreprendre. Il faut entreprendre. Et travailler là, c'est pas bien, il faut aller travailler. Ce qui fait que quand tu crées ton entreprise, que tu embauches quelqu'un, la personne ne veut pas se donner. Il ne veut pas travailler. Il ne veut pas être un disciple. Pourquoi il ne veut pas travailler? Oui, parce qu'il se dit que bon, moi, il attend la fin du mois. Non seulement, oui, bien sûr, il attend la fin du mois, mais il se dit, bon, on a dit qu'il faut créer soi-même son entreprise. Du coup, il ne veut pas se donner. Si on continue dans cet élan-là, dans 20 ans, nous aurons deux problèmes. On va créer des emplois, mais on va créer nos sociétés, mais on ne trouvera pas des gens qui vont travailler sérieusement. Ok, merci beaucoup. Juste pour renchérir ce que le frère vient de dire, sinon, l'État, bon, les propositions, les perspectives données, c'est très bon, mais l'État, on ne peut pas attendre maintenant l'État. On ne peut pas l'attendre. L'État n'est pas responsable de notre destinée. Parce que si je donne mon propre exemple, on a cherché l'emploi de gauche à droite, mais il fallait risquer pour mettre quelque chose en place. Et c'est pas là que tu peux encore créer d'autres emplois et recruter beaucoup de personnes. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous qui sommes ici présents, nous devons essayer, bon, le droit, ou bien, oui, le droit est déjà là, le droit de création de la richesse est déjà là. Nous devons nous lever. Et puisque l'État a mis des choses, des dispositions en place, on doit braver tout ça là. Parce que parmi ceux qui abandonnent, il y a d'autres qui évoluent. Plusieurs abandonnent leur entreprise, mais d'autres réussissent. Pourquoi pas moi? Donc, laissons, bien sûr, il y a les erreurs de l'État, mais il ne faut pas se borner surtout sur ça, puisque nous sommes là aujourd'hui. C'est ça. Merci bien. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Et merci à chacun pour ses contributions. Je voudrais vous prier, parce que je pense que le sujet, vous le voyez, il est passionnant, n'est-ce pas? On ne dirait pas que nous l'avions déjà traité, n'est-ce pas? Mais comme c'est revenu encore, nous le traitons avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt. Je voudrais vous prier d'envoyer vos compléments, vos contributions au rapporteur. C'est notre camarade Thioré, d'accord? Nous lui envoyons donc
pas à tout le monde, mais à son numéro. Il peut vous donner, c'est votre numéro, c'est combien? Tu peux noter ça? Son numéro WhatsApp. Vous lui envoyez à lui personnellement, n'envoyez pas sur la plateforme éco-souverainiste. D'accord? Vous lui envoyez à lui ce que vous pensez que ça doit être fait au niveau de l'État ou au niveau individuel. Vous lui envoyez ça pour qu'il puisse mettre ça dans le rapport. D'accord? Et pourquoi est-ce que nous insistons sur la part de l'État? C'est l'État qui a la responsabilité régalienne d'organiser la vie nationale. Ce que chaque individu peut faire, ça c'est la stratégie de chacun. Pour pouvoir contourner les problèmes, les insuffisances, les manquements. Mais celui qui a la responsabilité de mettre en place les conditions idéales pour faire réussir tout le monde, c'est l'État. Donc nous sommes en train d'attirer l'attention. Nous espérons que si la possibilité nous est donnée un jour, voilà les points sur lesquels nous devons travailler pour faire en sorte que les conditions des Togolais changent. Mais je vous rassure que nous ne négligeons pas ce que chacun doit pouvoir faire individuellement pour échapper à ces insuffisances. C'est pourquoi je vous prie d'envoyer vos contributions au rapporteur. C'est bon? Ça peut aller? Donc, je disais que aujourd'hui, c'est vrai, il a soulevé un problème. C'est un problème futur. Parce que lorsque vous engagez un jeune aujourd'hui, comme on a dit, il faut créer soi-même son emploi, il préfère ne pas travailler, ne pas suivre les rudiments. Maintenant, et après, chercher à aller créer lui-même quelque chose. Après 15 ans, 20 ans, quand chacun va vouloir se créer lui-même, avec quelle expérience ou bien quelle compétence. Mais comment la Chine a résolu ce problème? Lorsque vous êtes une entreprise et que vous avez travaillé pendant 20 ans, 30 ans, on suppose que vous avez déjà amorti le capital. Le capital que vous avez investi pour créer l'entreprise. Donc on demande à ce que tous les employés deviennent des actionnaires. Et là, à partir de ce moment, quand vous leur payez les salaires, il y a une partie qui est réservée pour payer l'action dans l'entreprise. Donc après un certain nombre d'années, vous devenez aussi copropriétaire de l'entreprise. Voilà comment la Chine a résolu ce problème. Et parce que vous devenez copropriétaire, vous avez maintenant la conscience que c'est votre entreprise aussi. Voilà. Donc vous ne pouvez pas être paresseux, vous ne pouvez pas mal utiliser les ressources de l'entreprise. D'accord? Est-ce que j'ai bien complété votre idée? D'accord? Voilà. Ok, moi. Voilà à peu près un exemple où du coup c'est l'État qui met les conditions. Voilà, en place. Voilà, en place pour pouvoir créer de la richesse. C'est pour juste apporter un élément de réponse aux inquiétudes des uns et des autres par rapport aux perspectives éco-souverainistes. En fait, si on a voulu déboucher sur ces perspectives et que, bon, c'est vrai, les uns et les autres ont vu que c'est l'État en grande partie qui doit être le premier acteur pour mettre en place cela, c'est parce que, en fait, nous sommes appelés. En fait, nous sommes appelés à être demain des législateurs. Et que, étant des législateurs, c'est à nous de faire la remarque au niveau des articles, par exemple, de la Constitution 37 et 38. Nous devons faire les remarques dans la salle de législation que ces articles attirent l'attention des autres législateurs, que cet article porte en elle-même des insuffisances. Les législateurs, c'est les députés. Voilà. Donc, si on n'est pas formé à la chose, les lois. Donc, si on n'est pas formé à la chose, on ne pourra pas légiférer là-dessus. Mais comme aujourd'hui nous avons l'outil, nous savons que c'est par là qu'il faut procéder. Donc, obligatoirement, il faut œuvrer à ce qu'on puisse être un jour là-bas. Merci. Et attirer l'attention donc des uns. Merci. Est-ce que vous savez pourquoi nos députés, est-ce que nos députés sont actifs à l'Assemblée nationale? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas de culture. Ils n'ont pas de culture politique. Ils ne font jamais d'analyse. Ce que nous sommes en train de faire là, ils n'ont jamais bénéficié de ça. Donc quand ils sont allés aux élections et ils ont été élus, ils sont là, ils regardent. Ils oublient même leur rôle au Parlement. Ils oublient qu'ils sont des législateurs, des gens qui doivent faire les lois.
Mais pour pouvoir faire les lois, il faut avoir des arguments. Il faut avoir attiré l'attention sur l'existence d'un problème et proposer les solutions à ce problème. Attirer l'attention des autres députés sur la nécessité de trouver des solutions à ce problème. Vous n'avez pas la science infuse pour savoir bien formuler une loi. Mais parce que vous attirez l'attention là-dessus, il y a des gens qui sont là, qui peuvent aider à bien formuler la loi. Vous aurez ainsi contribué à faire avancer votre pays. D'accord? C'est ça l'intérêt de nos agoras. Pour faire en sorte que nous puissions avoir de la culture politique. Merci. Je voudrais que nous puissions mettre fin à notre séance. Quoique intéressante. Un point capital. Oui, dans les perspectives, nous avons dit ici favoriser l'accès au financement à tous les agents économiques. Et là, je voudrais qu'on ajoute que l'État serve de garantie morale. Que l'État serve de garantie morale. Pourquoi? Parce que le mois passé, il y avait eu un projet que nous avons mis en place et dont une société européenne avait voulu financer. Et cette société avait demandé à ce qu'on apporte le dossier au ministère pour que le ministère puisse apposer sa signature. Quand je parle du ministère, c'est-à-dire que le ministre puisse apposer sa signature. Mais le dossier a dormi là jusqu'au point où la société la société partenaire s'est dit, mais si l'État ne peut pas être un garant, ça veut dire qu'il y a des doutes. Donc nous ne pouvons pas vous financer. Et au même moment, à l'heure actuelle où je vous parle, le président ghanéen qui met 28 millions de dollars à la disposition des acteurs ghanéens et appelle les institutions de mettre les hôtels, les sites à la disposition des acteurs. Et on demande à ce que les acteurs ghanéens apportent des films. C'est-à-dire les scénaristes écrivent leurs scènes, tout ça, et ils apportent. Il y a des chevronnés en la matière qui vont les étudier et le financement est déjà là. Pour pouvoir laver l'image. Donc le Ghana, à l'heure actuelle, veut rivaliser le Nigeria. Voyez un peu. Alors que chez nous, une société qui est prête à financer un projet, mais on apporte le dossier au ministère, vous ne voulez même pas signer. C'est grave. Donc, merci beaucoup. Tu disais que tu avais quoi? Un point. Tu as relevé le point capital. Merci beaucoup. Nous l'avons noté. Que l'État serve de garant moral auprès des institutions bancaires. C'est important. C'est important. Je crois que dans les développements qu'il avait fait par le passé, King avait soulevé aussi cet aspect, n'est-ce pas? Donc merci de nous l'avoir rappelé. Alors, il est la culture de créer les champions nationaux dans chaque secteur de production. La culture de création des champions nationaux dans chaque secteur de production. Les Ghanéens appellent des dignities. Cette culture. Parce que tout semble que l'État ne veut pas des champions nationaux. Et le Togolais est lésé. Oui, la culture de création des champions nationaux dans chaque secteur de production. Politique, artistique, économique, sociale. C'est pour faire quoi? C'est pour pouvoir susciter ce qu'on appelle l'émulation. Émulation. C'est-à-dire, je dois faire plus que mon prochain. D'accord? Et ça permet quand même de voir de grands champions. C'est-à-dire, ça stimule tout le monde. D'accord?
je voudrais clôturer avec un seul exemple. Quand Corona a fait surface dans le monde, au Togo, l'une des premières mesures prises, c'était quoi? Pour pouvoir aider, accompagner les citoyens, c'était le projet Novici. Est-ce que le projet Novici, d'après vous, a été bénéfique à la plupart des Togolais? Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas de fichier national qui n'a pas pu permettre d'identifier les vrais nécessiteux. D'abord, ensuite, il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale. Qui se sont réunis pour mettre en place ce programme? Et puis, les critères. On dit qu'on devait utiliser quoi? C'était la carte d'électeur. Est-ce que la carte d'électeur identifie plus les nécessiteux? Parce que quand on a les nécessiteux, on n'a même pas la carte d'identité. D'accord? Le niveau de certains, le niveau de pauvreté de certains est tel qu'ils n'ont même pas date de naissance. Même s'ils ont la date de naissance, ils n'ont pas 5 000 francs. Non, d'abord pour avoir la carte nationale d'identité, ça suppose que tu as la nationalité. Oui. D'accord. Est-ce qu'ils ont combien ont la nationalité? L'acte de naissance. Vous voyez tout ça? Voilà. Maintenant on dit carte d'électeur. Alors qu'on sait quand on parle d'élection au Togo, on sait ce que c'est. C'est tout comme si c'était fait exprès pour ne pas permettre à tout le monde d'en jouir. Et normalement, s'il y avait eu débat à l'Assemblée nationale, si les députés avaient pris à bras le corps cette histoire pour dire quels sont les critères que nous devons définir pour permettre à la majorité des Togolais d'avoir accès à ce programme de financement, d'accompagnement au cours de cette crise sanitaire. Je crois que la solution aurait été, on aurait pu mettre la main sur les critères les plus pertinents. Est-ce que je mens? Voyez-vous? Donc c'est important que nous puissions assister ensemble à ces genres de réflexion, d'analyse. Est-ce que vous ne voyez pas que quand vous êtes devant quelqu'un maintenant, on veut parler d'un sujet comme ça, vous n'êtes pas plus à l'aise qu'auparavant? Vous êtes plus à l'aise. Vous pouvez sortir des arguments et les défendre et convaincre même votre interlocuteur. Sur ce, je vous dis bonsoir et à la prochaine. Que Dieu protège la nuit de chacun.